Nathaniel Cohen et Nathaniel Drey du cabinet Drey Natco. On est, pour ceux qui ne connaissent pas, spécialisé dans la fiscalité israélienne, expert comptable. Et aujourd'hui, on va vous parler de deux réformes. En fait, entre le moment où on a prévu la session et à ce jour-là, il y a eu une nouvelle réforme qui s'est mise en route. Donc, on va quand même en parler un petit peu aussi. Donc là, ce qu'on va parler, c'est de la loi des 10 ans que tout le monde connaît. On sait qu'un Israélien, un Oleh Hadash, qui est venu à partir de l'année 2007, est exonéré d'impôts et de déclarations d'impôts sur tous les revenus qu'il a générés en dehors du territoire israélien. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est le Tikkun 168 168. Et on avait l'habitude de ça. Les impôts n'en ont pas trop parlé, mais les impôts, une fois que les 10 ans se terminent, aiment bien se réveiller et voir qu'est-ce qu'ils peuvent récupérer ou requalifier comme résident pendant ces 10 ans. Alors, ce dont on a parlé dans le titre de la session, c'est l'obligation de rester 10 années consécutives en Israël pour pouvoir bénéficier de cette exonération. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en principe, à partir du moment où une personne faisait sa alia, les gens, en principe, on va donner une année, la grosse vague d'alia, c'était 2013, 2014, les gens ont pris leur Théoudat Zéhout, sont devenus israéliens et ont dit, OK, même si je repars en France, j'ai 10 ans devant moi, j'ai jusqu'à 2023, 2024, et après Dieu est grand, on verra ce qu'on va faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un article de loi récemment qui est passé un peu, euh, personne n'en a parlé, et on a vu que les impôts s'en servent pour requalifier certains Olim Hadashim qui sont dans leurs 10 ans d'exonération. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui est venue en 2016 en Israël est resté 2 ans en Israël. Normalement, il a jusqu'à 2026 exonéré d'impôts et de déclaration d'impôts. Le problème, c'est que si pendant le corona, cette personne a préféré se faire traiter en France, par exemple, c'est le cas d'énormément de personnes. Donc, il s'est absenté d'Israël pendant un an. Après, il a pris goût un petit peu. Il a voulu rester avec les petits-enfants. Il est resté 1 an, 2 ans, 3 ans. Et il est revenu en Israël. Lui, pour lui, c'est acquis que jusqu'à 2026, il est exonéré d'impôts et déclaration d'impôts. Et là, les impôts vont vous dire non. Pour pouvoir bénéficier de ces 10 ans d'exonération, il faut rester 10 années consécutives en Israël. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas resté 10 années consécutives, à partir du moment où vous êtes parti, votre exonération s'arrête. Donc, dans le cas que je vous ai dit, en 2016, la personne est venue, 2020, il est reparti en France, 2023, il revient, c'est tout. En 2023, il ne bénéficie pas de cette exonération. Nathanaël, je te laisse enchaîner. J'ai un petit peu mal à la gorge. Vas-y. Merci beaucoup jusqu'à maintenant. Effectivement, cette personne-là, pour reprendre ton exemple, en 2023, quand il revient et qu'il pense qu'il a encore 3 ans d'exonération, à partir de 2023, le fisc israélien va le considérer comme un résident fiscal israélien pour toutes les choses. C'est-à-dire qu'il n'aura plus les avantages qui sont accordés pour un Oleh Hadash pendant les 10 premières années de sa alia. Cette personne-là deviendra intégralement imposable sur la base de ses revenus mondiaux, comme une personne qui a terminé ses 10 ans d'alia, sauf que pour lui, les 10 ans d'alia se sont en fait terminés au moment où il a perdu son statut de résident fiscal israélien. Donc ça me permet d'embrayer sur les deux sujets, les deux derniers sujets qui sont directement liés à ça. Tout d'abord, j'en profite pour à nouveau vous transmettre les conditions de résidence fiscale en Israël. On se rappelle que c'est 183 jours sur la même année, ou bien 425 jours cumulés sur 3 ans avec un minimum de 30 jours sur l'année en cours. Pour donner un exemple dans notre cas, en 2023, si cette personne a fait plus de 30 jours, on va regarder combien de jours cette personne a fait entre 2023, 2022 et 2021. Si en cumulé, cette personne a fait 425 jours, à ce moment-là, en 2023, elle sera quand même résidente fiscale israélienne. Et dernier point, et ça c'est ce que souvent on va activer lorsque malheureusement on répond à ces critères-là, c'est-à-dire qu'une personne qui est venue, qui pensait avoir 10 ans de tranquillité, est partie au milieu, même pour une durée de 1 an, 2 ans, et est revenue se reconnecter fiscalement en Israël. À ce moment-là, on va devoir prouver que pendant ces 2 années-là, 1 an, 2 ans, peu importe, pendant cette période, eh bien, cette personne n'a pas perdu son centre de vie et d'intérêt économique en Israël. Et là, c'est un travail de longue haleine avec l'administration fiscale, puisque l'administration fiscale veut le plus vite possible couper la notion de résident fiscal en Israël, quitter et annuler les droits et les avantages qui sont accordés à un Oleh Hadash et rendre cette personne-là comme étant fiscalement imposable en Israël, comme tout Israélien. Donc ça, c'est sur le sujet de résidence fiscale. Et la dernière chose
Ouais, juste, Il excuse-moi, faut… Nathaniel, juste par rapport à Oui, ce que tu viens de dire aussi, c'est justement à partir du moment où l'administration fiscale israélienne va tout faire pour considérer votre centre de vie en dehors du territoire et donc stopper cette exonération de 10 ans, nous, ce qu'on va devoir justifier auprès de l'administration fiscale, c'est que le départ, par exemple, on peut expliquer qu'une personne est partie pendant le corona, on peut expliquer qu'une personne a eu le décès d'un proche, etc. Mais il faut bien expliquer à Israël qu'on n'a pas décidé de se déconnecter fiscalement d'Israël. tu rentres dans les Israël n'aime pas la… solutions là, tu donnes déjà les solutions là. Oui, non, mais je dis quand même que à partir du moment, ce qu'il faut expliquer, c'est que ce centre de vie, ça va être en fait une partie de ping-pong entre l'administration fiscale et la personne, le contribuable, qui va justifier, pour ne pas trop inquiéter quand même, Nathaniel, les personnes qui nous écoutent, c'est-à-dire à moins qu'une personne vraiment est partie pendant 5 ans d'Israël, c'est complètement déconnecté et qui revient, bon là, ça sera un peu plus compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette notion de centre de vie que tu as évoqué, Nathaniel, c'est exactement ça, plus que le nombre de jours, et plus que n'importe quel autre facteur, c'est le centre de vie qui va jouer et qui va essayer de nous permettre de justifier auprès de l'administration fiscale que cette personne était vraiment encore israélien, bien qu'il s'est absenté quelques années. Tout à fait. Et maintenant, une autre manière d'aborder un problème équivalent, ce serait en réalité, au lieu de prouver, si on n'arrive pas à prouver que pendant cette fameuse période, la personne a continué à être résidente fiscale israélienne, alors à ce moment-là, ce que l'on peut essayer, et ça c'est encore plus compliqué parfois, c'est en fait de prouver que cette personne ne s'était pas vraiment installée lorsqu'elle est venue habiter pour la première fois. Et donc, elle n'a jamais lancé son déclencheur ou son compteur des 10 ans. Et à ce moment-là, on demande à reporter la prise d'effet effective des 10 ans à la date d'installation effective dans notre exemple 2023. Et enfin, dernier sujet, et ça vous l'avez peut-être suivi si vous nous suivez sur les réseaux, effectivement, il y a un nouveau projet de loi qui est sorti la semaine dernière, suite aux différentes remarques de l'OCDE qu'il menace d'inscrire Israël sur la liste noire avec des pays comme la Syrie, l'Iran, la Corée du Nord, bref, que des merveilles. Pour éviter de se faire inscrire sur cette liste, eh bien, Israël doit maintenant faire preuve de plus de fermeté à l'encontre des Olim Hadashim et notamment abandonner le process d'absence de déclaration pendant les 10 années qui suivent l'installation. Israël est obligé de se conformer au mouvement de transparence fiscale mondiale tel que le veut l'OCDE et plus particulièrement le Global Forum de l'OCDE qui va encourager Israël, qui va quasiment forcer à Israël à aujourd'hui annuler cette absence de déclaration pendant les 10 premières années. Conséquence de quoi? Les banques israéliennes, dès que cette loi va passer, ne pourront plus accepter de virements depuis l'étranger sans avoir la preuve que ce virement a été déclaré en Israël. Déclaré, on le répète, ne veut pas forcément dire payé. L'exonération fiscale pendant 10 ans reste en vigueur, mais maintenant il va falloir se conformer, dès que cette loi va passer, il va falloir se conformer à une obligation déclarative. Et la Mais conséquence de Nathaniel, ça, oui Rachel, excuse-moi, mais cette loi, elle n'a pas été encore passée parce que Attends, justement, j'ai vu c'est ce que j'ai dit. l'annonce. J'ai non, mais vu c'est marrant, c'est… l'annonce et j'ai vu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont relié, et j'ai vu aussi Attends, l'article sur excuse… Globes. C'est parce Non, que vous avez vraiment Rachel, jeté le pavé dans la non, mare. attends, Rachel et Nathaniel, justement, c'est marrant, je voulais anticiper, mais Rachel, elle m'a devancé. J'ai dit, je vais anticiper les remarques que ça fait déjà 10 ans qu'ils essayent de faire passer ça, et ça ne fait pas passer. C'est la première fois, Rachel, qu'il y a un Taskir Rock. C'est la première fois. Ok. Si tu vois l'article hier de The Marker, Israël, pour la première fois, c'est, on va dire, jusqu'aujourd'hui, je te donne les précisions, c'était Moshe Gafni, par rapport, qui était le président de la commission des finances à la Knesset, qui s'opposait. Quelques années auparavant, c'était Lieberman, qui aidait, on va dire, les oligarques à ramener l'argent de Russie. Et 10 ans auparavant, c'était Bibi qui aidait Miltienne. Donc là, je t'ai fait un peu l'historique. Mais là, c'est la première fois que l'OCDE, il ne faut pas oublier, Rachel, là, on est dans une ère où il y a une transparence fiscale. L'échange d'informations a été appliqué. Donc, c'est la première fois que l'OCDE fait une pression sur Israël et qu'Israël sort déjà la loi, sort déjà comment traduit Nathaniel Taskir Projet Rock. de loi, le projet de loi. Le pro, Le Projet de projet loi, de en fait, loi, c'est un un Taskir projet de Rock, loi, c'est un ouais. document qui est ouvert aux remarques du grand public. Et ça, Israël, c'est sorti. pour la première fois, définit même d'une date. Elle parle de 2025.
C'est-à-dire, c'est pas n'importe quoi. Là, pour une fois, on veut pas se réveiller en dernière minute, comme lors de l'échange d'informations, mais on est pas loin de 2025 et on préfère, bien entendu, les Olim qui hésitent s'ils veulent faire la ralia ou non, et que des fois, d'un point de vue fiscal, cette loi de non-déclaration les arrange. Il faut qu'ils sachent que c'est une loi qui va dans la, on va dire à mon avis, dans 90% des cas, parce que c'est pas une loi qui va annuler l'exonération d'impôts, c'est une loi qui va annuler l'exemption de déclaration. Cette exemption de déclaration est complètement contraire à tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui va passer par certitude. Ceux qui en bénéficient continueront d'en bénéficier, mais ceux qui feront leur alia après que cette loi passe seront obligés de déclarer. Et là, les conséquences, Nathaniel pourra le dire ce qui. Ce que je voulais en fait principalement, c'est ne pas arriver dans une situation, enfin relier tout de suite ce projet de loi avec ce que l'on vient de dire. Si ce projet de loi est effectivement adopté, à mon sens, il le sera. Il ne va pas changer, il ne va pas bouleverser le paysage d'un Olé Hadash qui vient s'installer en Israël, il faut bien le comprendre. Si ce n'est de déclarer les revenus qu'il perçoit à l'étranger, à partir du moment où ces revenus ne sont effectivement pas imposables en Israël, c'est pas censé lui changer la vie. Par contre, une personne qui est venue dans notre exemple en 2016, qui est repartie en 2020, qui revient en 2023, qui pense qu'il a encore 3 ans, cette personne-là va être embêtée. Parce qu'il a l'obligation de déclarer sur les revenus, il aura l'obligation de déclarer ses revenus perçus à l'étranger, et il pensera qu'il a encore les 10 ans d'exonération. Et c'est de cette manière-là que je voudrais connecter ça avec le sujet du jour, c'est que cette personne-là n'aura plus d'exonération pendant 10 ans. Cette personne-là a perdu son exonération le jour où il s'est déconnecté. Et donc, pour ce type de personne-là, Israël va probablement hausser le ton et d'abord obliger la déclaration sur les revenus étrangers. On ne peut pas se permettre, Israël ne peut pas se permettre, au vu de la situation politique actuelle, Israël ne peut pas être listé dans un pays liste noire. C'est impossible. Il ne peut pas rejoindre la liste noire de l'OCDE. Donc, Israël va devoir se rendre conforme. Ce n'est pas censé bouleverser le paysage fiscal de ceux qui jouent le jeu. Ceux qui jouent moins le jeu risquent d'avoir un petit peu de changement. Et en tout cas, pour les personnes qui, pour reprendre, je suis étonné, Nathanaël, que tu ne l'as pas repris parce que ça nous avait bien fait rire. Pour reprendre le terme de cette loi d'abandon fiscal tel que ce qu'on avait lu, c'est l'eau les zigzags, ne pas faire de zigzag. Une personne qui vient en 2016, qui repart en 2018, qui revient en 2020, qui revient en 2023, il n'y a pas de zigzag. Israël, ils veulent maintenant que ça aille droit. Une personne qui fait des zigzags pendant les premières années qui suivent son installation, ils peuvent annuler les avantages qui sont accordés et le statut de l'Echadash. Ouais. Moi, je pense qu'avant même de parler, quelles sont aujourd'hui au moins les solutions pour essayer de sécuriser au maximum ces 10 ans d'exonération. Juste avant ça, Rachel, est-ce qu'il y a une question? Parce que je crois que j'ai vu des questions ou non? Ah, j'ai pas ouvert le chat. Il y a pas, non, j'ai pas, parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions, donc je vous laisse d'abord Alors, parler. OK. Alors, on va parler quand même, parce que là, on est en train de dire, on peut perdre les 10 ans d'exonération. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Là, on ne parle pas de du nouveau projet de loi. Là, on parle juste de cette obligation, en fait, de conditionner l'exonération des 10 ans à 10 années de résidence. Excusez-moi, monsieur, coupez votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Juste, on parle de cette obligation de passer 10 années consécutives en Israël pour pouvoir profiter de ces 10 ans d'exonération. Donc, on va dire quels sont aujourd'hui au moins les moyens pour essayer de sécuriser au maximum cette exonération de 10 ans. Alors, le premier moyen, c'est un Masloul Yarok. Le Masloul Yarok, c'est le circuit vert. On appelle ça comme ça en Israël. C'est, par exemple, vous faites votre alia, vous avez fait votre alia le 1er janvier 2016. On demande à l'administration fiscale israélienne qu'ils attestent que notre début de date d'ALIA est le 1er janvier 2016. À partir du moment où on a un papier formel de l'administration fiscale israélienne, on sait que nos 10 ans sont sécurisés. Beaucoup de personnes nous demandaient mais pourquoi faire ce circuit vert? Nous, le circuit vert, on le connaissait lorsqu'on voulait décaler les 10 ans d'ALIA. Mais même lorsqu'on ne veut pas décaler, mais sécuriser ces 10 ans d'ALIA, surtout avec ce qui se passe en ce moment, c'est quelque chose de super important à faire. Pour moi, déjà, c'est la première solution. Deuxième solution que l'on préconise et qu'on vous demande d'appliquer, c'est d'obtenir un certificat de résidence fiscale chaque année. C'est un process qui n'est pas long, c'est un process qui n'est pas difficile si vous répondez aux critères. Il faut obtenir un certificat de résidence fiscale tous les ans.
Et en ayant un certificat de résidence fiscale tous les ans, la position du fisc israélien sera beaucoup plus compliquée d'aller vous déconnecter à un moment donné pendant les 10 premières années, alors qu'eux-mêmes vous ont donné un certificat de résidence. Donc, première option, quand vous arrivez en Israël, vous voulez officialiser la date de début des 10 ans, vous demandez un Massoul Yarok. Deuxième option, tous les ans, vous allez chercher un certificat de résidence fiscale, même si vous faites 200 jours par an, 300 jours par an, peu importe. Pour Et, vos et- dossiers, pour vos records, gardez le certificat de résidence fiscale à obtenir tous les ans. On avait oui, mais l'habitude Nathaniel, de demander Nathaniel, ce certificat uniquement quand la caisse de retraite en France le demandait pour vous inscrire sur les non-résidents, etc. Là, il va falloir aller le demander également pour s'assurer de la résidence fiscale. Oui, Nathanaël. Mais, oui, mais là, justement, tu disais même si vous avez fait 200 jours ou 300 jours, mais moi, je vais vous dire même si vous avez fait 90 jours ou 110 jours. Il faut comprendre, c'est ça qui est super important parce que beaucoup de personnes vont dire ah non, je ne rentre pas dans les critères, j'ai pas fait 183 jours. Vous allez vous promener à Tel Aviv, tout le monde va vous dire j'ai pas fait 183 jours, je ne peux pas avoir mon certificat. C'est vrai que vous ne pouvez pas l'avoir auprès de l'administration fiscale avec le fonctionnaire qui s'occupe de fournir les certificats de résidence fiscaux, mais si on peut être en moyen de prouver, si on peut être en moyen de justifier que votre centre de vie se trouvait en Israël et que la raison pour laquelle vous êtes parti en France, c'est pour des traitements médicaux, ou que c'était parce que le corona, ou parce que vous n'avez pas pu voyager, ou que vous avez des enfants à l'étranger, etc., etc., là également, on peut également obtenir un certificat de résidence fiscale. Donc, n'éliminez pas l'option du certificat de résidence fiscale si vous avez passé moins de 183 jours. C'est vrai que c'est pas aussi simple que si vous aviez fait plus de 183 jours, mais quand même, c'est quelque chose qu'on a obtenu, qu'on va obtenir et qui est obtenable dans les circonstances où on peut prouver un Merkaz Rahim en Israël. Donc ça, vraiment, c'est un conseil. Alors, premier conseil, Massoul Yarok. Deuxième conseil, un certificat de résidence fiscale chaque année. Et c'est marrant parce qu'on a pas mal de clients au bureau qui nous le demandaient chaque année. On ne comprenait même pas pourquoi. Des fois, c'était pour une banque suisse. Des fois, c'était pour rien. On leur disait, mais pourquoi? Sans le savoir, en fait, d'avoir un certificat de résidence fiscale chaque année peut, surtout avec cette nouvelle loi, pourra sécuriser votre exonération pendant les 10 ans. Ça, c'était la deuxième solution. Et la troisième solution, c'est d'obtenir, là, c'est ni Massoul Yarok, ni certificat de résidence fiscale. Là on va dire, c'est plus une forme de ruling, c'est genre un rescrit, c'est-à-dire une décision des impôts spécifique concernant cette personne, que cette personne continue à bénéficier des 10 ans d'exonération. Donc, on vous a fait, en fait, dans l'ordre, il y a le Massoul Yarok, le certificat de résidence et la ratouille qui est un rescrit de Alors, je crois que ça coupe. Et c'est ce qu'il disait, c'est la Achlatat Missoui. C'est le rescrit officiel adapté au cas spécifique de la personne. Voilà. Donc, c'était le sujet à traiter aujourd'hui.